Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après Mercato, vidéo actu. On fera le bilan de ce Mercato d'hiver qui vient de se terminer, qui s'est terminé hier à 23h. Des petites indiscrétions sur les dernières heures du Mercato, puis on va faire un bilan un peu de ce Mercato, bilan macro, micro, par joueur, aussi une espèce d'analyse, on va dire, rétroactive du Mercato, et puis on fera une petite projection sur cet été, sur aussi les 2 ou 3 prochaines semaines qui peuvent encore bouger niveau Mercato, puisque la MLS est encore ouverte, on y reviendra. Et puis, bien sûr, on va parler de Nice, ce match samedi. Il y aura bien sûr une vidéo d'après-conf. Je pense ça sera jeudi, hein, la conf c'est 2 jours avant, donc on fera l'après-conf jeudi. Je pense qu'on reviendra un peu sur les retours de Will Steele sur le Mercato, ça sera intéressant à écouter. Mais en tout cas, voilà, on va un petit peu parler de ça. Il y aura des petites indiscrétions sur les dernières heures du Mercato, parce que sincèrement, ceux qui ont regardé certains articles de La Voix du Nord ont dû halluciner. Parce que je sais pas ce qui s'est passé à La Voix du Nord, mais ils sont complètement plantés. Ils ont balancé saucisse après saucisse. Je pense que, enfin, j'en parlerai un petit peu, mais c'est pas choquant pour moi parce que je sais que au niveau, comment dire, connexion entre certains journalistes et le clan Gourlian, c'est un peu compliqué. Donc je suis pas surpris qu'ils aient plus aucune information Mercato et que voilà, c'est beaucoup des reprises de foot Mercato qui ont été faites par le journal. Et des reprises un peu bananesques, hein, parce qu'il y a eu un article où Nampalys Mendy est envoyé à Rennes alors que l'info n'existait même pas. Ça a été corrigé au fur et à mesure, l'article a été remodifié au fil des minutes. C'est un peu quand même du bricolage, mais bon, après ça reste un excellent journal, hein, La Voix du Nord, comme tous les journaux de presse quotidienne régionale, mais là, sur cet aspect-là, ils sont un petit peu plantax, hein, clairement. Je pense que, voilà, ils ont moins de connexion d'habitude, mais j'y reviendrai dans l'analyse un petit peu de la soirée d'hier. Voilà un petit peu pour l'épilogue de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à poser certaines questions. N'hésitez pas aussi, par rapport à la prochaine FAQ, de poser des questions. C'est une des dernières vidéos parce qu'après je la ferai, je verrai bien si j'ai pas grand chose, elle durera pas longtemps, c'est pas grave, on s'en fout. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour la vidéo, on va passer au Mercato. C'est parti donc pour ce Mercato d'hiver qui s'est donc clôturé hier à 11h avec l'arrivée de 2 joueurs lors de ce Mercato, cette fin de Mercato. Bulatovic et puis Selic, les 2 joueurs, on va dire, slaves des Balkans qui vont donc débarquer à Lens, dont un qui est reprêté directement dans son club, c'est Bulatovic qui sera là pour l'année prochaine. Et puis Selic débarque directement avec le numéro 4, number 4, le numéro de Danso. C'est quand même assez symbolique parce que je pense pas qu'il soit venu pour compter fleurette. On en reparlera un petit peu dans le bilan un peu macro de ce Mercato, mais en tout cas voilà, il n'y a pas eu d'ailier, gauche d'arrivée. Alors pour la petite indiscrétion, le club a poussé pour un gaucher jusqu'à 21h30, 22h. Malheureusement le club qui était peut-être vendeur n'avait pas trouvé de remplaçant, donc ça a capoté. Et voilà, il n'y avait pas volonté de faire d'un panic buy parce que dans la volonté un peu macro de la gestion sportive, l'arrivée de jeunes qui performent en N3 a été validée. Donc je pense qu'il n'y a pas d'entrée niveau ailier gauche, mais il y aura sûrement un jeune de la Gaillette qui va être promu dans le groupe en tant qu'élément offensif. Capuano tient la tête, hein, parce qu'il est en feu, il a claqué un triplé, il a 8 buts depuis le début de la saison. Et il ne fait que progresser dans la finition, dans les mouvements, dans la technique, dans le fait qu'il puisse donner aussi des ballons. C'est un gamin qui a tapé dans l'œil du board et qui a tapé dans l'œil de tout le monde au club. C'est une super trouvaille de la part du centre de formation, hein, puisqu'il n'a pas été formé à Lens, il venait de Vannes, si je dis pas de conneries. Vous me direz dans les commentaires, mais je crois que c'est ça, hein. Il vient de Vannes et c'est un joueur, il a 18 ans, 18, 19 ans, c'est exceptionnel de maturité devant le but, hein. Moi j'ai vu les 3 buts, je vous amène à aller voir sur les réseaux sociaux, il y a un tweetos, ça doit être vidéo réserve Racing Club de Lens, si je dis pas de conneries, qui diffuse les buts des matchs de la N3, parce qu'il doit y être à chaque match pour filmer. Il a une sacrée finition le mec, hein. Vraiment Capuano, c'est la découverte de ce groupe et il va monter, il va avoir plus de temps de jeu ou de temps de présence en tout cas pour le moment.
dans le groupe A. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de panic buy au niveau de l'ailier gauche. Je pense que pour l'instant, c'était pas non plus l'ultime priorité. Si ça se faisait pas, tant pis. Mais en tout cas, voilà, ils ont tenté le coup. C'est la petite indiscrétion. Alors, Under, ça a été un peu une information sans une être une. Moi, de ce que je sais, Under, ça n'a jamais été véritablement tenté à la fin de ce mercato. Il a fait partie d'un espèce de deal d'Anso par Fenerbahçe. Ça a été sondé par le board. Le problème, c'est son salaire qui était extraordinairement élevé pour ce qu'est capable de faire Lens. Et que il y avait des gros doutes sur son état de forme puisqu'il joue très très peu. Donc c'est une piste qui a été très vite abandonnée, qui est revenue un peu sur le tas sur cette fin de mercato hivernal, mais qui apparemment, d'après les retours que moi j'en ai, n'a jamais vraiment été d'actualité sur ce dernier jour de mercato. C'était un autre joueur qui était ciblé. Malheureusement, j'ai pas le nom, mais en tout cas, c'était pas Sergi Sunder. Voilà, pour la petite info indiscrétion. Alors, ce mercato n'est pas terminé puisque la MLS a ouvert le même jour que le dernier jour du mercato. Il se termine en avril, si je dis pas de conneries. Enfin voilà, il est assez long le mercato, donc le DPDC David Pereira da Costa pourrait aller à Portland. Alors apparemment le joueur est quand même assez chaud pour y aller. Il y a un accord club aux alentours de 7 millions d'euros. Alors comme le mercato de MLS ouvre un peu plus tard et en décalé, il pourrait partir dans la semaine ou la semaine prochaine à Portland. Donc voilà. Et puis au rayon de certains départs, malheureusement Mendy, ça s'est pas fait. Alors la grosse bourde de la Voix du Nord, c'est de l'avoir annoncé à Rennes, alors qu'il y avait juste un article de Foot Mercato qui disait que Rennes et Saint-Etienne étaient intéressés. Malheureusement, c'était pas Rennes du tout, puisque ça a été très vite mis de côté, mais Saint-Etienne était vraiment intéressé par le joueur. Le problème, c'est que Lens voulait bien prendre une partie de son salaire en charge, mais il fallait absolument qu'il réduise son salaire, chose que n'a pas voulu du tout faire Nampalys Mendy, et il n'était pas forcément intéressé d'être prêté. Lui, il voulait une rupture de contrat pour pouvoir signer avec une prime. Je pense que voilà, il est dans une logique avec son agent de signer avec une prime de signature assez élevée pour dire de faire un dernier truc dans sa carrière, mais en tout cas voilà, c'est pas dans son intérêt de signer comme ça dans un prêt avec option d'achat, etc. Donc il a fait tout capoter. C'est un joueur que le club aura du mal à dégager avant la fin de son contrat, parce qu'il avait 1 an plus 1 an en option, je crois, un truc comme ça. Donc là, il a 2 ans, donc il a signé jusqu'en 2026. Logiquement, il sera libre à partir de janvier 2026. J'ai du mal à croire qu'il parte en 2025 cet été, mais bon, à moins que le club cède à sa volonté d'avoir une rupture de contrat, mais de toute façon, il est en trou, il jouera quasi plus, et c'est peut-être aussi pour ça que Bulatovic a été prêté dans son club, parce qu'il n'y avait pas de place pour Bulatovic, et que c'est compliqué de mettre sur la touche un joueur ayant un aussi gros salaire que Nampalys Mendy, mais bon, il va très peu jouer, voire quasi pas du tout. Pour ce qui est de Wesley Saïd, il aurait peut-être quelques touches en MLS. De ce que je sais, en termes d'indiscrétion, c'est que le club lui a fait comprendre qu'au niveau concurrence, ça serait très compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Surtout qu'il voudrait faire monter Gabin Capuano en A de manière régulière. Le joueur a montré très peu de motivation lors de son entrée face à Angers ou Montpellier, je sais plus, c'est Montpellier, pardon. Face à Montpellier, il fait une entrée quand même, somme toute, pas très respectueuse, avec une envie proche de zéro, et ça a pas plu du tout au staff lensois, qui lui a fait comprendre que s'il souhaitait partir, la porte était ouverte et que la direction était d'accord pour qu'il parte. Donc voilà, on lui a dit fait comprendre apparemment que la MLS était un bon championnat et que s'il pouvait avoir un pied là-bas et partir, c'était pas dérangeant pour le club. Voilà un peu pour les indiscrétions. Alors vous êtes pas mal à m'avoir demandé ce que je pensais un peu de ce mercato. Alors je vais faire une analyse en 2 temps et en 2 aspects. Alors le premier, c'est un aspect, on va dire, macro, où je vais parler et de l'aspect financier et de l'aspect sportif, et puis après je ferai une analyse un peu micro par rapport aux recrues qui ont été faites sur ce mercato hivernal. Voilà un petit peu ma manière de voir les choses. Alors, au niveau macro, il y a une analyse financière et sportive. L'analyse financière, elle est simple, on va faire des plus et des moins, ça va être très simple, vous allez très vite comprendre pourquoi le mercato est plutôt bien fait. Parce que moi je trouve que globalement, sur un aspect macro, le recrutement, moi, me satisfait.
même s'il manque un ailier gauche, mais c'était pas non plus vital si on le faisait pas sur ce mercato-là. On le fera sur le mercato d'été, je pense que ça sera une des cibles prioritaires. Mais au niveau de ce mercato-là, moi je suis plutôt content. Alors au niveau macro, l'aspect financier est déjà une première chose. On va prendre une calculatrice, on va faire les entrées, les sorties, plus moins, ça va être très simple à comprendre. Kevin Danso, c'est environ 25 millions d'euros tout compris. Brice Samba, c'est environ 15 millions d'euros tout compris. Kuzanov, c'est environ 50 millions d'euros tout compris. Voilà, grosso modo, on est à 90 millions d'euros de vente. C'est énorme, c'est un record pour un mercato d'hiver chez nous. Alors bien sûr, chez certains clubs de première ligue, vendre 90 millions d'euros de joueurs, ça peut arriver dans des panic buy ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'en France, c'est très rare qu'un club arrive à vendre 90 millions d'euros de joueurs. Au niveau des achats, c'est simple aussi. Mathieu Ryan, c'est environ 800 000 euros. Voilà, à peu près en termes de prépayant, enfin, où c'est un système comme ça, en tout cas, on est à 800 000 euros, ou alors c'est son salaire qui est à 800 000, je sais plus. Mais en tout cas, on est à peu près à ça pour Mathieu Ryan. Bon. Koyalipou, c'est 3 millions d'euros. Djoumaba, c'est gratuit. C'est un prêt sec de 6 mois, renouvelable 6 qualifications européennes, donc pour l'instant, c'est un joueur qu'on ne paye pas. Bulatovic, c'est 2 millions d'euros. Ninad Selic, c'est environ 2,5 millions d'euros. Et Agbonifo, c'est 7 millions 5 en tout d'euros, en sachant que là, sur cette session 2024-2025, on ne paye qu'1 million d'euros. Les 6,5 millions d'autres euros seront sur le budget 2025-2026. Faut bien comprendre. C'est un prépayant d'1 million d'euros, et puis il y a une option d'achat à 6,5 millions d'euros qui ne sera mis en route qu'à partir du mercato d'été 2025. Donc c'est hors budget 2024, mais on va le compter en tout pour faire simple, pour pas se perdre. Donc tout ça mis à bout, ça fait à peu près 14,8 millions d'euros. Ben, le calcul est simple, hein. Le prix de Samba a payé toutes les recrues. Le reste, c'est du bonus. Alors bien sûr, si on enlève Samba, ça fait 75 millions d'euros à peu près. Sur ces 75 millions d'euros, on enlève à peu près les 44 millions d'euros de trous qui restaient. On est à peu près à 30 millions d'euros de reste positive, de balance positive sur ce mercato. Ben, c'est super. Et en fait, ça équivaut à peu près le trésor de guerre qu'avait calculé Joseph Oughourlian, parce que ça, c'est un petit peu ce qui m'est revenu par rapport au fait qu'il ait viré Pouille. Il espérait entre 20 et 30 millions d'euros de trésor de guerre de la Ligue des Champions et du CVC. Au final, je l'ai fait dans la dernière vidéo, il restait plus que 7 millions, donc c'était pas du tout en adéquation. C'était un échec au niveau financier. Il a récupéré ces 30 millions d'euros là sur ces 3 ventes. Tout mélangé avec les achats, etc. sur ce mercato, quoi. Alors, au niveau macro, qu'est-ce que je pense de ce mercato au niveau sportif? Ben moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Au final, je l'avais dit, ça m'a été repris par tweet parce qu'on aime bien vouloir décrédibiliser un peu mes sorties. J'avais dit, si Danso s'en va, c'est pas viable, c'est pas un scénario viable. Bien sûr. Parce que moi, quand on me parle du départ de Danso, moi, je me suis dit, s'il est pas remplacé, c'est pas viable. Là, il est remplacé. Donc, en fait, techniquement, tous les joueurs qui sont partis ont été remplacés. Moi, je trouve que c'est des paris assez chauds, mais ça reste des prospects avec beaucoup de talent, que ça soit Djoumaba, qui s'est installé en Liga tranquillement en 6 mois, Selic, qui est l'espoir défensif de l'équipe de Bosnie. Bulatovic, on le compte pas forcément sur cette année, puisqu'il ne viendra qu'à l'été prochain, mais c'est un gamin qui monte absolument et qui va devenir peut-être un futur titulaire de l'équipe du Monténégro. Il est en train de franchir toutes les cases et monter de grade. Il a que 18 ans, il va être bien, il est déjà en espoir, donc voilà, il est surclassé à mort, donc c'est pas anodin. Donc moi je trouve que sur ce mercato d'hiver, c'est plutôt bien géré sportivement. Koyalipou, c'est un pari à 3 millions d'euros. En plus, à part à Bonifo, hein, mais ça je vais y venir après, on est sur des paris à 2-3 millions d'euros. Donc au final, au niveau financier, c'est pas des prises de risque énormes. Mais voilà, moi j'ai trouvé que ce qu'avait fait Koyalipou sur les premiers matchs était intéressant, même s'il a marqué qu'un but et qu'il a un peu coupé son élan, puisqu'il avait marqué à chaque match depuis 9 matchs, je crois, là-bas en Bulgarie.
Donc à suivre, mais en tout cas techniquement c'est très intéressant, il a montré des choses. S'il avait été un petit peu plus moins impatient, il aurait au moins marqué un but face à Montpellier, parce que le but hors jeu il doit mieux se placer. L'autre, bon, il y a faute, mais en tout cas voilà, il a les occasions qu'il a eues, même si elles n'ont pas été validées, il les a mises au fond, donc déjà c'est une bonne chose. Mais voilà, Agbonifo, c'est 7,5 millions d'euros, mais on parle d'un crack qui est surveillé par l'Europe entière et qui a cédé aux sirènes lensoises, même si la somme est assez costaude. Je préfère mettre 7,5 millions d'euros sur un jeune qui joue dans un championnat nordique plutôt que 7,10 millions d'euros pour un mec qui joue en Ligue 2 depuis 6 mois. Je parle de Syria Kyrie. Parce que la Ligue 2, ça reste la Ligue 2, c'est pas un des meilleurs championnats deuxième division d'Europe. Donc bon, faut quand même faire attention à ce type de recrue-là. Mais je trouve que, voilà, il y a un peu plus de risque sur Agbonifo parce que la somme est plus importante. Mais en tout cas, pour le reste, je trouve que les sommes sont plutôt correctes et permettent de prendre ce type de pari. Maintenant, quand j'analyse ce mercato-là, il est quand même plus proche d'un mercato type J-Solfi qu'un mercato pouillesque. Et ça me plaît. Parce que quand on y pense aujourd'hui, parce qu'on voit beaucoup de conneries, ouais, on n'a pas su remplacer un tel, faut quand même se dire que Brice Samba vient de D2 anglaise, Championship, que Klose venait de D2 allemande, que Danso venait de D2 allemande également, que Medina il venait de Talleres, qu'il avait que 22 ans, 21, 22 ans, c'est que des joueurs très jeunes qui sont débarqués et qui n'étaient connus de personne. Ça, c'est le mercato en mode J-Solfi. Bon. Maintenant, clairement, il faut se rendre compte que ça, c'est ce qu'a fait marcher la baraque lensoise. Le mercato en mode pouille, c'est des joueurs peut-être un peu plus cotés avec des gros salaires, et ça n'a pas marché du tout, puisque tu finis 7ème alors que tu pouvais largement finir plus haut, parce que tu te casses la gueule en fin de championnat, et que bon, t'as mis 4 millions d'euros sur Guy Lavogui. Bon, c'est vrai, pareil, on m'a sorti le tweet. Moi, 4 millions d'euros Guy Lavogui en Ligue 2, ça me semblait cohérent. Il avait mis une dizaine de buts en Ligue 2. 4 millions d'euros, ça reste dans les tours de prix qu'on a mis là. Mais ça a été un échec cuisant parce que il a été mal drafté, mal scouté, il était nul, clairement. Donc voilà, même s'il marque des buts avec Sampaoli, championnat allemand, on voit bien qu'il est beaucoup plus ouvert pour les attaquants et que voilà, tu peux être mauvais en France et très bon en Allemagne. Mais en France, les défenses sont beaucoup plus costaudes que dans les autres championnats. C'est offensivement qu'on pêche un peu plus. Mais voilà, c'est pas comparable au final. Moi, ça me rassure plus ce mercato-là, celui de cet hiver, que le mercato estival de l'année dernière. Pas de cette année, de l'année dernière, où on a fait n'importe quoi, on s'est entêté sur des profils qui étaient infaisables. Au final, Akpom, il signe à Lille, il aurait jamais signé à Lens. Voilà, les retours que j'en ai, c'est qu'il était pas du tout chaud pour venir à Lens, il attendait un meilleur club. Et que voilà, aujourd'hui, la preuve en est dans la manière dont on aborde ce mercato. On devait faire un ailier gauche. On avait une cible, ça s'est pas bouclé, on n'a pas été faire de la folie, un panic buy, on a dit laissez tomber, on va aller piocher en N3, et puis c'est très bien comme ça. Parce que ça, il l'avait dit, Will Steele. Donc comme on a pris un défenseur à la place d'un jeune, pour ce qui est du secteur défensif, mais en fait on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va prendre un jeune sur le secteur offensif. Voilà un peu au niveau macro, donc je suis assez satisfait de ce mercato. Après, le petit truc qui pêche, lui, c'est l'ailier gauche, parce que c'est vrai qu'à gauche, à moins que Zaroury sorte de sa léthargie, c'est très compliqué, on n'a pas grand-chose. En plus, des PDC, il va sûrement partir, donc il y aura une occasion à gauche en moins dans les armes offensives. Voilà. Après, Fujini, il est nul à chier, donc moi, je voudrais bien qu'il parte aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais voilà un petit peu le topo. Alors au niveau micro, l'analyse des joueurs. Kouyalipou, moi je suis assez séduit. Une bonne technique, une bonne vista. Je pense que une fois qu'il va mettre la machine en route, il va les mettre au fond. En tout cas, lui, il a su les mettre au fond parce que même quand on est en jeu ou qu'on est il y a une faute avant, on n'arrive pas à marquer. Lui, il a marqué les 2 buts qu'il devait mettre. Donc au final, il a quand même une certaine forme de mise de réussite qui fait que pour moi, c'est plutôt pas mal pour un joueur à 3 millions d'euros. Djoumaba, moi je trouve que c'est plutôt une bonne tentative gratuite parce que ce gamin-là a l'air d'être très très talentueux, donc on verra ce que ça va donner. Le prochain test, ça sera Nice ou alors le match d'après, c'est-à-dire Strasbourg, où on va peut-être voir Djoumaba jouer.
Nenad Selic, le retour des scouts, ils sont quand même très bons. Moi, j'ai eu le temps de discuter avec 2-3 scouts qui sont spécialisés sur les pays de l'Est. Ils m'ont dit que c'était vraiment du très lourd et que il avait vraiment des bonnes choses de base, puissance, récupération. Au niveau aérien, il gagne quasi 100% de ses duels. Il est capable techniquement de remonter le ballon au pied. Il a une bonne relance. Moi, j'ai vu un petit peu... je crois une vidéo de Garincha qui est un excellent scout qui est sur Twitter où on voit une analyse de son match, une analyse scout de son match. Moi je trouve que les interventions sont très propres, il défend beaucoup debout et quand il tacle ça passe pas. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce mec là montrer des choses. Après il est très jeune, hein, il a que 18 ans, hein. Bon après il fait 1m92, hein, c'est un Golgoth. Mais voilà, il va falloir être patient, mais en tout cas c'est plutôt intéressant. Bulatovic, c'est mon crush, clairement. J'ai parlé pas mal de lui dans mes vidéos et j'ai surtout parlé pas mal de lui avec des scouts, des observateurs. C'est la bonne pioche, voilà. C'est la bonne pioche, c'est le gamin qui va peut-être créer quelque chose. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, pour parler de Bulatovic, c'est un milieu de terrain récupérateur et puis aussi perforateur. Très bon à la récupération, très bon tacleur, très bon dans la passe courte, passe longue, et il a une superbe frappe. Voilà, il a une superbe frappe, il est capable de se projeter, il est hyper mature pour son âge, il a toujours été surclassé dans toutes les catégories d'âge, que ça soit en club ou en équipe nationale monténégrine. Il faut quand même se rendre compte qu'il a tapé dans l'œil de toutes les plus grosses cylindrées des Balkans. C'est un joueur aujourd'hui qui était très suivi, en tout cas par les grosses écuries de l'Est, que ça soit le Dynamo Zagreb, etc., l'Étoile Rouge de Belgrade notamment, qui suivent les talents slaves de manière extrêmement proche. Et voilà, moi c'est mon crush. J'ai hâte de le voir l'été prochain. Alors il a 6 mois pour encore maturer un peu dans son club, et puis pour apprendre l'anglais et le français, c'est ce qui a été un peu décidé par le board de Lensois, qui vont envoyer un prof anglais-français. Enfin voilà, qui vont gérer un prof anglais-français pour pouvoir former Bulatovic pendant 6 mois, puis puisse apprendre les bases au moins du français et de l'anglais pour lui être en phase avec eux. Will Steele qui est assez content de ce prospect et qui a été assez séduit par ce prospect. Voilà, faut être sincère. Alors petite parenthèse pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai souvent parlé d'Amar Dedic, l'arrière latéral. Il a signé à Marseille. D'ailleurs, j'ai eu l'info avant que ça sorte par un scout que je connais bien et qui m'a dit, tu vois, il est suivi depuis longtemps par Lens, mais c'est Marseille qui a bougé et qui a fait le premier pas, et donc ce joueur il est parti à Marseille. Alors lui il était à Dedic, je crois qu'il était dans la galaxie Red Bull, je crois que c'est Salzbourg ou Leipzig, un des deux, mais en tout cas il débarque à Marseille, donc c'était un petit peu le petit clin d'œil pour ceux qui me suivent. Voilà, c'était un joueur qui était très suivi par Lens, mais ils ont pas forcément dégainé, c'était pas forcément le moment pour sortir un piston gauche. Je pense que cette partie-là, j'en parlerai dans la projection, partie piston, ça sera cet été. Hein. En tout cas, pour l'instant, c'était pas la priorité. Mais voilà, une piste lensoise qui finit en Ligue 1 quand même. Mais voilà, au niveau des recrues, bien sûr, il y a Mathieu Ryan, que j'ai pas mal aimé face à Montpellier, dans des circonstances, on va dire, climatiques beaucoup plus abordables. Je l'ai trouvé très intéressant. Une relance pas mal, puisque c'est lui qui amène le premier but. Et j'ai trouvé qu'il avait été bon dans les airs, meilleur que Samba, je trouve, où il a tendance à mieux sortir que Samba, qui avait tendance à subir un peu les coups de pied arrêtés. Lui, il n'hésite pas à sortir des points, à claquer les ballons, à peut-être éviter des attaques de la tête, etc. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien ce que Mathieu Ryan donne. Après tout ce petit monde-là, on va le voir avec grand intérêt face à Nice. Mais en tout cas, voilà, le gros test, c'est le samedi prochain pour tout ce petit monde-là. Mais en tout cas, voilà un petit peu ma vision un peu de ce mercato, en sachant que il va falloir que tout ça s'articule bien sur le terrain et que on laisse un petit peu de temps à ces jeunes pousses de montrer un peu ce qu'ils savent faire. Voilà un petit peu le topo. Allez, j'allais oublier bien sûr Agbonifo. Voilà, je fais au fur et à mesure, désolé. Agbonifo qui est là et qui pour moi a déjà démarré directement par un très joli but du droit. Il l'a bien claqué en tout cas, je trouve.
et qui a montré des bonnes choses, c'est-à-dire au niveau des dribbles arrêtés, etc., très vif, capable de centrer, il hésite pas, il est pas forcément hyper comment dire, égoïste dans son jeu, c'est-à-dire que si il arrive à dribbler, à se mettre en position, il optera pour la passe s'il trouve que c'est plus juste, ou pour la frappe s'il veut surprendre le gardien. En tout cas, il est assez altruiste et j'ai bien aimé son premier match. À suivre à l'avenir. C'est brut de décoffrage, hein, tout ça, mais c'est plutôt intéressant. Voilà, petit point. Mercato, j'avais oublié, bien sûr, avec Bonifo. Voilà. Bon, mais le principal, c'est que ça soit dit, ça soit fait. Voilà un petit peu pour le côté Mercato. On va passer à la conclusion et à la projection dans cette vidéo d'actu. C'est parti donc pour la conclusion. La conclusion, c'est que au niveau entrée, on a fait plutôt bien les choses. Au niveau départ, c'est un peu plus compliqué, mais ça, je l'avais dit, ça allait être chaud. En sachant que DPDC pourra sûrement partir en MLS dans quelques jours. Peut-être Saïd, hein, à qui on a demandé de trouver un point de chute parce que malheureusement la concurrence va le noyer. Mendy c'est mort, donc on verra plus tard. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la suite de ce mercato, elle continuera l'été prochain. Le système d'autosuffisance du club va continuer, c'est-à-dire que pour moi, il y aura au moins 4 ventes l'année prochaine. Frankowski, Medina, Diouf et El Ainaoui. Si on met une moyenne de 15 millions d'euros par vente, on sera à peu près à 60 millions d'euros minimum. Là-dessus, tu peux en prendre une partie pour faire ton recrutement l'été prochain, qui sera sûrement fait de prospects, mais aussi d'un joueur premium, parce que ça, il l'a dit, hein, Will Steele, que il y aurait des recrutements de jeunes talentueux, mais il y aurait aussi l'arrivée de joueurs un peu plus premium s'il y avait la possibilité de les faire. Donc je pense que ça sera un petit peu ça pour la projection au mercato estival prochain. Est-ce que Machado va rester? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il y aura sûrement l'arrivée d'un ailier droit. Alors, est-ce que Aguilar partira? Est-ce qu'il y aurait 2 ailiers droits ou Pouilly viendrait faire la rota avec un ailier droit un peu plus talentueux qui viendrait, ou un peu plus un potentiel plus grand peut-être, mais en tout cas voilà. Alors il y aura aussi dans ce mercato estival peut-être moins d'achats de banc, c'est-à-dire qu'ils prioriseront les joueurs de la N3 de cette année sur le banc pour l'année prochaine, ce qui pourrait nous permettre de voir pas mal de jeunes montrer des choses. Mais voilà où on en est. Le projet Gaillette pourrait être un peu plus costaud l'été prochain, puisque ces joueurs-là feraient partie de la rota, et on miserait vraiment sur la Gaillette à ce moment-là. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent postuler, hein. Que ça soit Capuano, Bermond, Diliwidi, Aitmou, Pouilly, tout ça c'est Oscar Lenné, ou Len, je sais pas comment on le dit, excusez-moi, mais tout ça, ça peut faire partie du banc de cette équipe. Donc il y aura pas mal de changements, il y aura vraiment un gros changement de cycle, et je pense qu'il y aura des joueurs comme Sotoka et Gradit qui partiront, ou peut-être qu'intégreront l'organigramme, mais ça c'est pareil, hein. C'est pas parce que t'as un bon joueur que tu fais un bon membre de staff. Hein, faut quand même le dire. Aujourd'hui, Leka, il est clairement en retrait, et sincèrement, c'est compliqué quand même pour lui. Je sais pas s'il va sauter l'été prochain dans l'organigramme, mais en tout cas, il a été un petit peu esselé, et j'ai du mal à... Faut des compétences pour être dans un organigramme sportif. Je veux dire, le fait d'avoir une expérience de joueur, ça fait pas tout. Mais je pense même que Sotoka et Grady ont encore 1 ou 2 saisons largement au niveau pour jouer en Ligue 1. En tout cas, dans un club de Ligue 1, pas forcément ambitieux pour l'Europe, parce que je pense que c'est un peu compliqué pour eux. Aujourd'hui, ils ont pas forcément leur place dans le top 6 de la Ligue 1, mais ils ont largement leur place pour jouer dans un club de Ligue 1 qui veut se stabiliser en Ligue 1. Ils ont largement le niveau, hein. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir beaucoup de changements au niveau du prochain cycle de l'été prochain. Au niveau de la prochaine échéance, Nice, c'est un sacré test. C'est le méga test du début d'année. Ça va être très dur. C'est une des meilleures équipes à domicile. Nous, on est une des meilleures équipes en termes défensifs à l'extérieur. Ça va être un sacré choc, un sacré test pour nos recrues. On va voir si Mathieu Ryan va réussir à faire des choses. Ils ont un match de Coupe de France, donc ils vont faire tourner, mais faut se rendre compte qu'il y a un sacré armada devant, et que pour la défense New Look, ou pour la défense à 3 qui a été alignée face à Angers, ça va être un sacré test.
Ce qui me fait un peu peur, c'est Grady vs les attaquants niçois qui sont hyper rapides, que ça soit Mohamed Ali Chou ou N'Guessan. Ça fait peur, ça fait vraiment très très peur parce que il y a quand même ce déficit de vitesse, l'anticipation pourra pas tout faire, donc je sais pas trop ce qu'il va aligner. Voilà, moi je me lance pas dans du foot fiction parce que c'est tout à fait possible qu'il aligne toujours la défense à 3 pour le moment, parce que ça a plutôt bien marché, donc il pourrait continuer en 3-5-2, mais pourquoi pas aligner d'office selon la manière de s'entraîner, les performances à l'entraînement des nouvelles recrues défensives, pourquoi pas les intégrer directement. Donc voilà, tout est jouable, tout est possible, ça dépendra de la tronche du groupe, s'il y a des blessés ou pas. C'est un tournant dans la saison parce que si tu fais un résultat à Nice, alors gagner ça serait bien, un match nul, bon ça serait plutôt pas mal, même si après on reculerait un peu en championnat, mais enfin on reculait non parce qu'on a mis Lyon à 3 points, donc je pense qu'un nul nous permettrait de rester 6e si je dis pas de conneries, mais voilà, gagner à Nice ça serait un premier tournant dans cette saison, parce qu'on prendrait encore une place supplémentaire, on serait 5e. Si je dis pas de bêtises, au minimum, et que on serait dans le bon wagon pour l'Europe, et que après derrière il faudra enchaîner face aux plus petites équipes pour essayer d'engranger un maximum de points. Ça va pas être facile, hein. Ça sera même s'il y a une défaite, ça sera pas honteux parce que Nice carbure bien, ils ont un effectif qui est très bon. Mais voilà, on a des armes, on est capable de les utiliser et c'est à nous d'essayer de faire des bonnes choses face à Nice. J'espère un nul, victoire ça serait très 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 beau, mais un nul ça serait plutôt pas mal, et puis après récupérer des points face à Strasbourg à domicile. Strasbourg c'est pas non plus un cadeau, mais on est capable de gagner à domicile face à Strasbourg. Voilà un petit peu, petite indiscrétion, récupération. Alors pour ce qui est de Satriano, il fait beaucoup de salles, donc c'est plutôt un très bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, parce que comme il est en salle, il commence à faire des entraînements physiques en salle, de course, etc. Il est pas loin d'un retour sur le pré. Hein. Donc sur le pré, je parle d'entraînement sur terrain. Donc on n'est pas loin de ça. Il reste, je pense, encore 1 ou 2 semaines de vraiment entraînement en salle avant d'intégrer de courir à part, etc. sur le bord terrain. Voilà, on parle d'un retour fin février, voire début mars, c'est très rapide, et du coup ça a aussi influencé peut-être la fin du mercato, parce que Satriano aurait peut-être son mot à dire. Alors il fera peut-être un petit séjour en N3 pour dire de reprendre le rythme, mais en tout cas voilà, pour ce qui est de Satriano, il aura son mot à dire pour la fin du championnat, parce que s'il revient début mars, il sera là pour avril-mai, hein, donc il aura son mot à dire dans la Ruta en attaque. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Vous vous abonnez, mettez la cloche, les notifications, on n'hésite pas à partager, on regarde dans la description, il y a tous les liens possibles et imaginables pour moi et pour le monteur, le génie. Et puis, je vous dis à très bientôt, vidéo d'après-conf jeudi soir, j'essaierai de la faire. Elle sera produite vendredi, mais vendredi c'est l'enduro du Touquet, hein. Je suis pas là du week-end, donc je verrai le match en différé. Évitez de me spolier dans les commentaires, ça serait bien, parce que je n'ai pas envie d'avoir les résultats du match, parce que je le verrai pas, donc je vous demande de ne pas me spolier, sinon je vais désactiver les commentaires. Mais en tout cas, voilà, je vais revoir le match en décalé, et je ferai la vidéo d'après-match, je pense dimanche. Elle sortira soit dimanche soir, soit lundi. Voilà un peu pour le programme vidéo de la chaîne. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao les amis.